Bien, merci Yvonique de cette présentation qui introduit le débat. J'ai entendu écoute, pragmatisme, je m'en félicite. Je pense qu'on est plusieurs collègues aussi à reprendre ces notions, proximité et qualité qui ne sont pas antinomiques. Pour avancer un peu plus dans ce débat, je pense qu'il faut tenir compte et entendre la position et les problématiques de l'élu local. Antoine nous fait l'amitié d'être là ce matin pour essayer d'évoquer ces problématiques, à la fois en tant que président de conseil de surveillance, mais aussi en tant qu'élu local. Et puis je crois qu'il faut aussi entendre, bien sûr, la Direction générale de l'offre de soins, qui a un autre éclairage sur ces questions. Moi, j'avais identifié à travers notre discussion, un peu à bâton rompu, plusieurs thèmes. Je pense qu'on va essayer de les aborder dans cette table ronde. La notion de territorialité qui est peut-être harmonisée. En tout cas, on ne cesse de dire les uns les autres que les territorialités se chevauchent. Ça devient vraiment une affaire très compliquée. La notion aussi d'usager, qui est un élément majeur du parcours de santé et du retour qu'on peut avoir sur l'appréciation d'une qualité concrète. Le parcours de soins, tout à l'heure on disait qu'on s'oriente vers peut-être un parcours où les médecins seront peut-être des ingénieurs du parcours. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y a un itinéraire de soins à redessiner? Est-ce qu'une cartographie des risques, ça sera peut-être un itinéraire de soins? Qu'est-ce que ça veut dire sur un territoire à la fois rural ou urbain d'ailleurs? Et des centres de référence. Et puis nous avons d'autres notions qui ont été abordées, mais qui seront peut-être encore bien plus développées. Quelle est la meilleure sécurité? Quelle meilleure sécurité peut amener un GHT dans le cadre d'une prise en charge? Comment? C'est sans doute un des aspects de la gradation des soins. Nous avons évoqué la notion d'investissement. Faut-il vraiment demander aux communes de travailler à un investissement commun avec les GHT pour implanter des pôles de santé locaux? Est-ce que ce n'est pas finalement une fausse bonne idée ou une idée qu'il faut creuser avec des moyens techniques pour les communes ou pour les conseils départementaux afin de travailler en synergie avec les GHT? Autant de problématiques que je crois auxquelles on est confronté et qu'il faut aborder. Antoine. Merci. Alors moi je suis très heureux d'être le seul élu dans la salle. Pour les questions autour de la santé et de l'hôpital, je regrette que malheureusement c'est de plus en plus souvent. Je commencerai juste par là en clin d'œil, parce que justement c'est devenu de plus en plus compliqué. Et qu'à moins de s'investir réellement dans ces problématiques de santé, il y en a quelques-uns, les élus ayant moins de poids qu'autrefois dans leur conseil d'administration et de conseil de surveillance, on assiste, et je le regrette, mais je pense que c'est pas rien dans la discussion qu'on va avoir maintenant, à une séparation des mondes entre ceux qui ont la charge de soigner nos habitants et ceux qui ont la charge d'organiser la vie de vos patients. Voilà. Et donc évidemment c'est les mêmes, mais il faut qu'on puisse y arriver. J'étais très content d'entendre Yvonique Maurice, parce que dans mon histoire personnelle d'élu, je suis arrivé à la problématique de la territorialité avec la qualité. Moi je suis devenu maire assez jeune, parce que ça fait déjà 15 ans, donc je suis beaucoup plus vieux maintenant. Et j'ai donc hérité, comme maire de ma petite ville, de la présidence d'un conseil d'administration d'un hôpital, qui était le type même du petit hôpital qui faisait tout, de la chirurgie, de la maternité, des urgences, de tout, avec pratiquement que des médecins qui étaient essentiellement des médecins généralistes qui venaient de temps en temps à l'hôpital avec un statut partiel de PH. Et à chaque fois qu'il était question d'organisation des soins, ça voulait dire dans la tête des élus et des médecins et de la population fermeture. Voilà. C'était très basique, c'était très simple. Organisation des soins, restructuration était fermeture. Et quand l'hôpital a dû rentrer, donc j'étais juste jeune président, dans les premières démarches d'accréditation, face à moi, j'ai eu un vent de panique, puisque la démarche n'était pas d'améliorer la qualité, c'était forcément qu'on allait justifier d'une mauvaise sécurité, d'ailleurs on ne parlait pas de qualité, d'une mauvaise sécurité pour pouvoir fermer l'hôpital. Et moi je me suis dit, si je regarde d'abord les besoins de mes habitants, j'ai quand même l'obligation de me poser la question de savoir si c'est pas vrai, au fond. Si on faut sortir de la logique 1 ou 0, il y a une offre ou il n'y en a pas. Et puis pour qu'il y ait une offre, elle n'est pas forcément toute locale. Et donc avec Georges Couturier, à l'époque, qui était le directeur de l'hôpital de La Roche, le CHD, on s'est engagé dès 2003 dans une démarche de fusion de petit hôpital avec un grand hôpital, avec déjà une logique de gradation des soins et déjà une logique d'organisation territoriale qui existe maintenant depuis plus de 10 ans et qui est pour nous en Vendée
déjà une préfiguration de ce qu'on fait, et on est dans la GHT, donc moi j'y crois beaucoup. Alors je vous parle de ça parce que la territorialisation maintenant, dans tous les domaines d'ailleurs de ce qui concerne nos habitants, est à la fois un mot à la mode et en même temps super dangereux. Super dangereux parce que chaque métier correspondant à une attente ou un besoin de nos concitoyens est organisé selon sa propre logique et avec une territorialisation qui est basée sur un découpage que chacun et chaque expert dans son métier, alors c'est la santé, mais c'est plein d'autres domaines, ça peut être l'éducation, ça peut être voilà, plein d'autres choses, on va d'abord regarder quel est le périmètre pertinent. Voilà. Moi, je fais de la gestion de maison de retraite, je sais pas, de la coordination de clics, je vais réfléchir à mon périmètre pertinent. Voilà. Moi, je fais de l'organisation du maintien à domicile par le SIAD, c'est quoi mon périmètre pertinent? Moi, je fais, etc. Et puis tous les métiers, alors c'est les gardes de pharmacie, c'est les gardes de médecins, etc. Tout le monde a son périmètre pertinent. Et en réalité, il n'y a aucun périmètre qui correspond à l'autre. Et dans le même temps, alors je vous dis ça fortement, dans le même temps, on a une réorganisation politique de l'organisation des territoires. Et l'organisation politique de l'organisation du territoire, il en a été question ce matin à propos des régions, elle est quand même très clairement basée sur une nouvelle harmonisation, un nouveau couple de décisions, y compris avec les moyens financiers, donc de décideurs politiques, qui est le couple intercommunalité-région. Ne pas le voir quand on s'organise aujourd'hui sur les problématiques de santé, c'est passer à côté de ce qui est en train de se faire. Alors moi j'ai eu ce débat-là dans ma région, on a été écouté, mais avec l'Agence régionale de santé. On vient de vivre 2 périodes compliquées en matière d'organisation territoriale, puisque il y a 2 ans ou il y a 3 ans, les préfets ont dû rédiger ce qu'on appelle un schéma de coopération intercommunale qui avait comme objectif, c'était pas la loi qui vient de paraître, mais la loi précédente, qui avait pour objectif qu'il n'y ait plus aucune commune en France qui ne soit pas inscrite dans un périmètre intercommunal. Là, on vient de passer une 2e étape. Cette 2e étape, c'est la loi NOTRe, c'est celle qui a fusionné les régions. En réalité, c'est un élément, mais c'est un petit élément de la loi NOTRe. La loi NOTRe, elle a organisé le transfert des pouvoirs, y compris des budgets, vers des intercommunalités qui font minimum 15 000 habitants. Voilà. Il y a des schémas régionaux de coopération intercommunaux qui viennent d'être signés, et il n'y a absolument aucune concertation entre les ARS qui font des territoires de santé et puis les préfets qui signent d'autres périmètres. Le problème, c'est que l'ARS, elle vient voir les élus locaux en disant « Moi, je ne veux pas vous financer une maison pluriprofessionnelle pour vous combattre contre la démographie médicale si les élus locaux ne le font pas sur la base d'un projet médical. » Et nous, on fait quoi? On n'a pas le même périmètre de décision, on n'a pas le même périmètre de financement. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. En Pays de la Loire, ça s'est bien passé. Mais c'est un exemple parce qu'il y a un enjeu, je pense, majeur à sortir de cette logique de périmètre pertinent pour tout et à accepter l'organisation territoriale telle qu'elle est. Alors, si je prends un département comme le Maine-et-Loire, je pense qu'on ne mesure pas ce que ça va changer, mais le Maine-et-Loire, le préfet du Maine-et-Loire a organisé le département autour de 9 intercommunalités. Il y a la métropole autour d'Angers, et il y a 8 territoires ruraux qui font 100 000 habitants. Voilà. Et le président de l'intercommunalité de 100 000 et 130 000 habitants dans les Mauges, entre Cholet et Angers, ou Cholet et la Loire, c'est lui qui a l'essentiel du budget et de l'organisation territoriale. C'est lui qui sera amené à signer le contrat local de santé, etc. Voilà. Donc, évidemment, ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'on organise la discussion entre l'hôpital et la ville, c'est une évidence, mais il faut le faire aussi en regardant cette réalité-là, qui va nous poser, j'y viendrai après, des questions de gouvernance, mais qui, à mon avis, est un enjeu qui est loin d'être seulement un enjeu technique. Voilà. Je vois que je suis déjà trop long. Donc, bon. Ce qui a changé beaucoup, moi je vois en 15 ans, de la vision que peuvent avoir le politique sur la présence hospitalière, c'est qu'il y a 10-15 ans, un hôpital, c'était le plus gros employeur. Voilà. Puis les problématiques de santé, alors c'était très important et ça reste le cas. Les problématiques de santé, voilà, il y avait ce qu'il fallait à peu près. Et puis surtout, les besoins étaient complètement différents. Moi, il y a 15 ans, mes maisons de retraite, elles avaient très peu de lits médicalisés. Hein. Voilà, c'était une évolution du domicile. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Moi, je ne peux plus gérer mes communes rurales autour de chez moi qui gèrent avec leur CCAS des maisons de retraite. C'est complètement fini, c'est complètement dépassé. Il y a un besoin de technicité qui est du même niveau que ce qu'on exige de l'hôpital. Et donc, évidemment, il faut tout de suite organiser ce dialogue.
Voilà. Et donc c'est forcément l'échelle intercommunale qui va prendre ça et qui va forcément avoir besoin aussi de créer de son propre point de vue ce dialogue. Donc vraiment un changement profond avec désormais une nécessité pour les élus, donc les représentants des territoires, d'être aussi dans une logique de gradation des soins et de pouvoir organiser un dialogue qui est presque un dialogue d'experts pour pouvoir faire en sorte que les besoins de la population d'aujourd'hui et de demain puissent être couverts avec efficacité. Voilà. On n'est plus seulement... Voilà. Et toute la question, toute la discussion qu'il y a aujourd'hui autour de la présence médicale, notamment en monde rural, mais j'attire votre attention pour vous dire que ce n'est pas du tout qu'en monde rural, avec le problème de la désertification médicale en libéral, elle est complètement dépendante de la capacité des hôpitaux à être organisés, et en dialogue, et réellement en offre de soins. Voilà. Et nous, on a fait l'exemple, je parle sous le contrôle de Philippe Fégel, mais on a fait l'exemple dans notre département. Effectivement, là où on a une organisation autour du CHD à La Roche-sur-Yon avec ses satellites, on a moins de problèmes de démographie médicale. Là où on a maintenu une offre de proximité, parce qu'il y a ce dialogue. Voilà. Puisqu'il y a une espèce d'organisation qui fait en sorte que le praticien libéral, il est quand même aussi rassuré. Il y a plein de raisons pour pouvoir y venir. Alors, moi je crois énormément à la GHT, énormément, parce que je pense qu'elle pousse cette logique-là jusqu'au bout. Je pense qu'il y a des enjeux, en dehors de tous ceux qui ont été donnés au cours de la matinée, il y a des enjeux qui sont des enjeux de gouvernance, et il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux de gouvernance politique. Et ça, moi, je suis plutôt inquiet. D'abord parce que moi, j'ai constaté en 15 ans, vraiment, je le disais en entrant, une désaffection forte des élus. Vraiment forte. Voilà. J'en ai donné quelques raisons tout à l'heure. Je pense que c'est devenu de plus en plus complexe. C'est très difficile de pouvoir mesurer les enjeux. Et puis, c'est bête, hein, ça va vous paraître bizarre, mais à partir du moment où il n'y a plus de lieu de décision, il n'y a plus d'implication. Voilà. Et la démographie sanitaire, si c'est juste des grands-messes, de conférences de territoire, même si on peut en faire quelque chose, et on essaie d'en faire quelque chose, je préside la mienne, voilà, c'est beaucoup de temps sans décision. Voilà. Et donc finalement, forcément, c'est l'élu qui pèse un peu plus pour des tas d'autres raisons, qui va demander des discussions en bilatéral avec l'agence. Voilà. Et puis c'est comme ça que ça va se faire. Donc moi, j'ai un peu peur de ça, je vous le dis. La qualité des travaux qui seront faits à partir d'un projet médical qui soit vraiment partagé, la nécessité qu'il y aura de ceux qui porteront, même les quelques élus qui restent, de ceux qui porteront, ceux qui constituent la GHT d'abord, parce que la GHT, ce n'est pas d'abord les mutualisations, les achats communs, etc. C'est vraiment comment on organise une réponse territoriale graduée, efficace, et comment est-ce qu'on est capable de le vendre, de le dire. Et si on ne passe pas ce passage pédagogique auprès des décideurs politiques, alors on va vraiment louper les choses. Et les GHT, elles vivront, mais on aura l'organisation territoriale qui ne sera pas politiquement, c'est-à-dire au point de vue de la décision, discutée à cet endroit-là. Et comme dans le même temps, on a une modification des conférences de territoire et qu'on a une organisation politique des GHT, moi je crains un peu qu'on revienne dans la gouvernance politique de la GHT à ce qu'on connaissait de nos conférences de territoire avant qu'on l'ait ouvert au médico-social. C'est-à-dire finalement un lieu très hospitalier et qui échappe, puis les élus ne vont pas être dans les deux à la fois, et qui échappe un peu à la discussion des grands enjeux. Voilà. Alors, c'est plutôt un message d'optimisme, parce que je crois qu'on a vraiment dépassé la qualité de l'implication politique de l'élu qui, en fait, mettait son écharpe à chaque fois qu'il y avait besoin ou un risque qu'on ferme un hôpital. Ça, je pense que les choses ont quand même vraiment évolué. On n'a plus trop de collègues, enfin ça arrive encore un peu, mais on n'a plus trop de collègues qui ne pensent qu'à ça, parce que les enjeux sont vraiment nouveaux. Mais il y a un enjeu partagé pour nous tous, et on le disait en aparté, l'intercommunalité peut être une catastrophe s'il n'y a pas de projet derrière. La GHT, c'est la même chose. Ça peut être une catastrophe s'il n'y a pas un vrai projet partagé derrière. Merci Antoine. Merci de ce témoignage et de faire partager aussi ces préoccupations. On a entendu la nécessité de créer des outils pour que les élus puissent être impliqués et associés, non seulement associés, mais partie prenante de la construction à
à réaliser. Peut-être l'éclairage de la DGOS sur cette question, sachant que ça ouvre des questions auxquelles les réponses sont collectives. D'abord, excusez ma directrice générale qui est retenue ce 1er juillet. Il y a comme une petite cellule de crise à la DGOS. Remercier Madame Rillet, Monsieur Godot pour leur invitation, et puis un salut spécial pour mon président de CME, Hervé Agege. Je vais essayer de ne pas être trop techno, c'est la première fois que je parle pour la DGOS, donc c'est un défi. Rappelez que les parcours et les territoires sont au cœur de la loi de santé, ça a échappé à personne. C'est pas moi qui ai compté, c'est cité 37 fois, ça va au-delà évidemment des GHT, au-delà de l'offre, au-delà de la question sanitaire, ça englobe la question de la prévention, les liens avec les autres politiques publiques, ça a été rappelé. Et finalement, c'est ce qui irrigue l'action du ministère de la Santé et l'action des autorités. Vous dire 2 mots sur le plan et sur la vision de la DGOS, sur la façon dont les choses se travaillent. L'approche territoriale, c'est la clé, c'est le socle des politiques qui sont mises en œuvre en ce moment. L'approche territoriale, parce que c'est le bon niveau d'analyse, c'est le bon niveau d'intervention, c'est le bon niveau de mobilisation des acteurs, c'est là aussi où on peut tenir compte, j'allais dire, des contingences locales, c'est-à-dire de la réalité des ressources qui sont disponibles, qui est fort en médecine de ville, qui ne l'est pas, qui a tel type d'établissement, tel type de structure, donc une volonté que les choses se fassent dans une approche territoriale avec une intégration à réaliser par les ARS. Cette organisation territoriale, vous le vivez côté hospitalier au travers de la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire, mais finalement, ce n'est pas la seule préoccupation pour la DGOS, qui est historiquement très centrée sur l'hôpital, mais qui a comme défi actuel d'accompagner la modernisation de la proximité, la modernisation des soins de ville, parce que ça apparaît aujourd'hui comme le principal enjeu pour notre système de santé, moderniser cette proximité. Ça a été dit, il y a une forme d'intrication et d'interdépendance entre l'offre de ville et l'offre hospitalière. Et d'une certaine manière, si l'une des deux est faible, l'autre ne pourra pas poursuivre sa transformation et ne pourra pas continuer son chemin de modernisation. Alors, je ne vais pas parler de GHT parce que vous en avez déjà beaucoup parlé, mais plutôt vous dire que la modernisation des soins de ville, avec les leviers dont dispose le ministère, c'est une réalité. Les actions, elles s'appellent Pacte territoire santé ou Pacte santé territoire, je ne sais plus dans quel ordre, mais renforcer les zones désertiques avec des incitatifs à l'installation. C'est la structuration de l'exercice collectif au travers des maisons de santé pluridisciplinaires, des centres de santé. C'est le renforcement des hôpitaux de proximité, dont les GHT doivent être un artisan, c'est inscrit dans la loi. Et puis la structuration un peu plus libre de toutes les équipes de soins primaires au travers du dispositif éponyme équipe de soins primaires. Donc l'organisation territoriale, c'est vraiment le socle des politiques et c'est là-dessus que vont se faire les parcours. C'est la même vision, mais vue du point de vue de l'usager finalement. Faciliter les parcours au sein de ces organisations territoriales qui émergent, c'est le deuxième axe fort des politiques de santé actuelles. Alors c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps, les réseaux, les Maya, les clics, il y a eu beaucoup de dispositifs, on en a tiré des enseignements. Les projets aujourd'hui s'appellent PTA, plateforme territoriale d'appui. Ils s'appellent communauté professionnelle territoriale de santé. C'est vrai, ça peut donner l'impression d'un enchevêtrement et d'une complexité, mais en réalité, c'est des dispositifs qui sont tout à fait complémentaires. Faciliter les parcours, c'est aussi 2 axes forts sur les métiers, avec la promotion des pratiques avancées, les infirmières, les IDEC, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais les infirmières de coordination, promotion d'exercice mixte, bref, beaucoup d'initiatives pour faciliter les parcours. Il y en a 2 qui sont quand même importantes et qui sont un peu nouvelles, parce que souvent on se dit finalement pourquoi une plateforme territoriale d'appui, ça marcherait mieux qu'un réseau. Il y a 2 éléments fondamentaux. C'est sûr que le besoin en termes de santé a énormément changé. Aujourd'hui, tous les professionnels sont massivement confrontés à des situations complexes. C'est le lot quotidien. C'était peut-être pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Et puis surtout, il y a de nouvelles technologies, il y a l'arrivée du digital. Et ça sera aussi un facteur clé de succès de ces nouveaux dispositifs de coordination. Il y a aussi un plan d'investissement qui est totalement dédié à l'émergence de ces systèmes de santé territoriaux et à l'émergence de ces systèmes de coordination, qui a déjà un petit nom qui s'appelle
plan de territoire santé 2021 et dont la DG vous a probablement touché un mot hier. Alors ça, c'est le sujet territoire et parcours. La question, c'était qu'est-ce que ça doit apporter d'un point de vue de la qualité. Le premier défi, c'est la réduction des inégalités territoriales. Les GHT, l'organisation territoriale, le premier effet attendu, c'est diminuer l'effet zip code, comme disent les anglo-saxons. C'est pas en fonction d'où on habite et en fonction de la porte d'entrée dans le système qu'on doit avoir un résultat au bout du compte. Cette organisation territoriale, c'est le premier attendu qu'on a en termes de qualité. On attend aussi des réductions des variations injustifiées. Monsieur Maurice en a parlé ou l'a évoqué, mais on a besoin d'homogénéiser les pratiques. Il y a des variations interprofessionnelles qui n'ont pas lieu d'être. Le président de la conférence des présidents de CME est très impliqué dans les travaux sur la pertinence. C'est un levier, c'est un sujet. La réduction des variations des pratiques, c'est un attendu des GHT. Meilleure gestion des interfaces aussi, on le sait, c'est là où les choses se passent. Sortie d'hôpital, entrée dans l'établissement, lien entre deux établissements. On attend des GHT qu'il y ait une meilleure gestion des interfaces. Aujourd'hui, il y a des systèmes de mesure qui existent déjà, ils sont rustiques. Comment s'appelle-t-il, DEC, délai d'envoi et compte rendu, c'est la seule mesure qu'on a aujourd'hui des interfaces. Je crois qu'il faut se mobiliser dessus, même si c'est pas grand-chose. Mais on a cet attendu en termes de qualité. À moyen terme, on espère avoir un meilleur accès à certains services, et ça, c'est sûr que ça améliorera la qualité. Je pense immédiatement à l'accès aux soins de support en cancérologie. C'est un sujet que j'avais pu suivre quand j'étais à la FHF. Donc, forcément, pouvoir accéder à des ressources rares, pouvoir les mutualiser, là, on aura des vrais gains en termes de qualité. Si on réfléchit en termes d'outils, la certification commune, ça a été présenté. On discutait en préparant la table ronde, c'est une idée qu'on n'avait pas eue, qu'il y avait avant nous, mais on aurait mieux fait de davantage lire les textes. Mais cette histoire du patient traceur, pourquoi il ne pourrait pas dépasser les portes de l'hôpital, pourquoi il ne pourrait pas dépasser les portes du GHT? On aurait un outil pour travailler la qualité des parcours, au sein des territoires. C'est dit, hein, les trois d'un coup, j'ai fait fort. Voilà. Et donc, on aurait d'autres outils. L'INCa a travaillé sur des indicateurs de mesure de la qualité des parcours. C'est des résultats qui vous avaient été délivrés de manière individuelle sur le cancer du sein. On sait qu'on peut mesurer un certain nombre de choses en termes de parcours dès à présent. Les DEC, je vous l'ai déjà dit. Et puis, on a à un niveau plus macro des indicateurs d'accès à l'offre, délai d'accès. On a des indicateurs d'état de santé de la population. Est-ce qu'on pourra mesurer des effets de nos politiques au travers de ces indicateurs? J'en sais rien, mais c'est des outils qui existent déjà. Alors, je voulais terminer en disant que les parcours existent déjà, puisque finalement, si on prend les choses d'un point de vue de la gradation, on est au bout de 20 ans de SROS déjà, si j'ai bien compté. Donc, la gradation, c'est quelque chose qui est un concept qui est maîtrisé et qui est déjà pas poussé jusqu'à son maximum, mais qui a déjà été bien travaillé entre établissements de santé. Les parcours existent déjà parce que les professionnels sont déjà de toute façon confrontés à la nécessité de trouver des solutions pour leurs patients. Donc il y a cet ajustement mutuel qui est aujourd'hui malheureusement le principal modèle de coordination et de gestion des parcours. Et puis on a de nombreuses initiatives. Alors, il y a la filière neurovasculaire qui est bien connue. Il y a des initiatives de parcours sur des temps plus réduits. Je pense à toutes les offres en un jour de bilan qui sont développées. Ça, c'est des exemples de parcours qui existent déjà et sur lesquels les hospitaliers ont la main. Il y a l'exemple du cancer aussi qui est assez riche d'enseignements en termes de parcours. Toutes les expérimentations sur les chimiothérapies à domicile. La RCP même est un outil de parcours. Et puis, il y a déjà de nombreuses initiatives hospitalières d'ouverture à la ville. Certains établissements en sont les champions. Mais en tout cas, aujourd'hui, chacun a son accès direct pour les médecins de ville, a sa visibilité de son offre, et puis est capable de générer des hospitalisations directes. Donc, les parcours existent déjà. On doit aller plus loin sur des parcours plus complexes, de patients plus complexes et de pathologies chroniques, c'est sûr. Et là, on a encore énormément d'initiatives qui émergent. Et ce qui est intéressant de voir, c'était dit un peu dans la présentation
dans le film de Joseph Tedesco, c'est que là, on est dans un moment où il y a beaucoup d'entrepreneuriat sur le sujet, où il y a un recouvrement et où il y a beaucoup de candidats potentiels. Les industriels, ils vont de leurs initiatives, l'industrie du médicament, l'industrie du dispositif, les assurances complémentaires y vont, les professionnels de l'hôpital, de ville et les autorités. Donc on a énormément d'initiatives. Pour ce qui est du ministère, elle s'appelle PAERPA, elle s'appelle Azalée avec l'assurance maladie. L'assurance maladie fait aussi les Prado. Enfin, on a énormément de dispositifs, on a des expérimentations sur l'insuffisance rénale chronique terminale. Et puis on a ce projet formidable qui est territoire de santé numérique, qui est finalement une nouvelle façon d'approcher la gestion de ces parcours et l'avènement de ces parcours. On part d'une maîtrise d'ouvrage qui est plutôt orientée SI et on y raccroche plein d'initiatives professionnelles en matière d'organisation. Pourquoi je termine sur cette initiative-là? Parce que finalement, je vous disais qu'il y avait eu les clics, il y avait eu les réseaux, il y a eu PAERPA, il y a eu plein de choses. On a appris des choses de ces modèles de coordination. On a appris des choses sur les SI, et c'est pour ça, c'était souvent le maillon faible. C'est ce qui est nouveau par rapport aux expériences précédentes, et c'est pour ça que territoire de santé numérique est intéressant. C'est parce que ce maillon faible du numérique, du digital et des opportunités qu'il nous offre est mis en avant et est travaillé de manière professionnelle. On a tiré d'autres enseignements, ça a été dit, la question de la confiance. Si on veut des parcours coordonnés, il y a la question de la confiance qui se pose. La question de la confiance, ça veut dire travailler ensemble, apprendre à se connaître, ça veut dire aussi des gouvernances qui sont adaptées. Pour ce qui concerne la santé, je pense que les communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, je ne sais pas jusqu'où vous connaissez ce dispositif, sera un excellent lieu de rencontre entre professionnels, un excellent lieu de rencontre pour que, entre professionnels de santé, les parcours, les filières puissent se composer en faisant fi des frontières ville et hôpital. On a appris d'autres choses au travers des expérimentations et des précédents dispositifs de coordination, c'est qu'il faut travailler sur l'intérêt à agir et sur les incitatifs financiers. J'y reviendrai pas trop, mais en tout cas, c'est clair que c'est sans cesse, ça remonte sans cesse comme un empêchement de se coordonner et de travailler ensemble. Mais là aussi, il y a des initiatives et des expérimentations. Là aussi, peut-être qu'on aura des avancées dans les travaux de la mission Véran qui se poursuivent. Voilà ce que je voulais dire. Quelles sont les perspectives pour les GHT? Certainement à court terme et à moyen terme, il y a énormément de leviers qui existent sans qu'on ait réellement besoin de changer les règles. Il y a eu des travaux qui ont été initiés par la FHF et qu'on a fait avec certains d'entre vous sur le cancer, sur la chirurgie. On a vu qu'il y avait des marges de manœuvre et que ça crée beaucoup d'espoir en termes d'amélioration de la qualité. Il y a d'autres initiatives qui peuvent être conduites, toutes choses égales par ailleurs, sur les liens avec la ville, sur, je disais tout à l'heure, l'accès aux soins de support, l'accès à un certain nombre de choses. Après, les perspectives de plus moyen et long terme. Là, en gros, on en a pris pour plusieurs années avec les GHT. On a plein de marges de progrès qu'on va pouvoir mobiliser dans les prochaines années. Ça sera quoi l'histoire d'après? L'histoire d'après, elle dépendra de la place qu'on veut donner aux collectivités territoriales et à l'hôpital dans l'avènement de ces organisations territoriales, dans l'avènement de ces petits systèmes de santé territoriaux. Moi, je ne suis pas hospitalo-complexé, donc je pense que l'hôpital aura naturellement une place importante à jouer, y compris dans la modernisation des soins primaires. Mais c'est un sujet clivant, vous le savez bien. Et en ce moment, les professionnels de ville rattrapent leur retard, se modernisent, mettent en œuvre des dispositifs et des projets qui montrent qu'ils sont complètement rentrés dans cette modernisation. On verra ce que dit la plateforme politique de la FHF sur le sujet. Et le deuxième élément qui nous permettra d'envisager l'avenir au-delà des années qui s'ouvrent sur les GHT, c'est quels seront les incitatifs financiers, qu'est-ce qu'on aura comme transfert de risque vers les structures et les professionnels de soins. On avait eu des ouvertures avec l'article 32 de la LFSS pour 2014, on aura peut-être d'autres propositions dans le rapport Véran. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci de ta présentation complète et qui ouvre des perspectives. Peut-être un témoignage médical et de directeur d'établissement. Donc, si tu veux bien évoquer
le point de vue du médecin, Philippe Sayous, et ensuite du directeur avec Thierry Schmitt, et on laissera la parole à la salle, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à évoquer. Merci Didier pour ce moment qui m'est offert. Alors, moi, je ne suis pas chef de cabinet à la DGOS, mais effectivement, ça fait assez longtemps que je n'ai pas parlé devant un parterre aussi prestigieux. Moi, je suis le petit poussé, le régional de l'État, puisque c'est en tant que président de CME d'un ex-hôpital local que je vais intervenir à cette table ronde sur un thème tout aussi prestigieux que le parterre, qui est celui de la qualité des soins et des parcours de santé. J'ai corrigé un peu le titre, en lien avec la territorialité. Alors, comme vous le savez, le décret concernant la transformation des ex-hôpitaux locaux en hôpitaux dits de proximité a été publié le 20 mai dernier, assez discrètement. Ce décret définit donc les conditions à remplir pour être éligible, parce qu'effectivement, pour être un hôpital de proximité, il faut être élu, remplir un certain nombre de conditions. Et être éligible à ce nouveau statut dit qu'il est aussi nécessaire de créer des liens, et ces liens sont essentiellement des liens dans la territorialité, avec l'ensemble des autres établissements, mais, et on l'a bien entendu au niveau de tous les intervenants, prioritairement avec la médecine de ville, avec le médico-social, avec toutes les structures qui sont en aval du dernier hôpital, le plus petit, qui est au bout de la chaîne. Ce décret précise aussi des modalités de financement qui sont précisées, qui seront encore à compléter par quelques arrêtés pour des seuils d'activité. Et donc peut-être aujourd'hui on va évacuer ce sujet dans la mesure où il est encore assez polémique sur un certain nombre d'éléments. Si ma tablette s'éteint là, ma réserve cognitive après la soirée de gala extraordinaire qu'on a eue hier risque d'être fortement menacée. Alors, pour mémoire quand même, on ne part pas avec ces textes de point zéro. L'hôpital de proximité, ça a été l'hôpital rural, l'hôpital local, ça a été le centre hospitalier sous la loi HPST, et maintenant voilà, on l'habille avec un nouveau costume, un nouveau nom, donc je trouve assez sympathique. Mais il y avait une instruction de la DGOS qui datait de juillet 2014, qui avait déjà bien précisé le positionnement territorial de ces établissements, en tout cas celui qui était attendu. Et aussi avait été précisé à l'époque un mode de financement qui semblait être un mode de financement en attente, qui était dérogatoire à l'époque par rapport à la T2A, puisque ces établissements sont pour l'essentiel en dotation globale. Comme vous le savez aussi, le décret GHT a été publié un mois plus tôt, et les deux textes, d'une certaine manière, sont synergiques. Je crois que c'est important de noter cet élément, pour cadrer et pour promouvoir cette activité de proximité. L'idée dominante de cette synergie, c'est de conforter, le mot revient assez souvent, moi je l'aime bien, la place des hôpitaux de proximité grâce au GHT et pas contre le GHT. Cette notion-là me paraît à marquer de façon un petit peu précise. Car effectivement, ces hôpitaux sont souvent implantés dans des zones qui sont peu denses en termes de population, et ils interviennent assez prioritairement autour de personnes âgées, souvent polypathologiques, particulièrement vulnérables. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il y a dans la médecine de proximité une mission particulière autour de ces populations. Cette activité de proximité nécessite une bonne coordination entre les professionnels, et je le redis encore, parce que je ne suis pas le seul et on le redira encore, avec la médecine de ville, le médico-social, mais aussi, alors on va dire en amont, si on remonte la filière, avec l'établissement de santé plus important, l'établissement de support, et même parfois jusqu'au CHU si besoin, rien n'interdit le lien direct. Ce sont donc ces établissements des éléments à part entière du GHT. Alors aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire le futur GHT, on est le 1er juillet, donc du GHT. Et ce sont donc des maillons significatifs du parcours de santé des patients domiciliés sur ces territoires. Il y a quand même encore cette notion de domiciliation territoriale qui existe, qui n'est pas complètement dématérialisée. Donc les conférences, et notre conférence, celle des présidents de CME de centres hospitaliers, a déjà constitué un groupe de travail sur les hôpitaux de proximité, avec comme idée d'approfondir l'ensemble de ces éléments et de donner, si besoin, des recommandations. Cependant, quand on travaille un petit peu sur ce sujet, on se rend compte qu'il est plus vaste qu'il n'y paraît au premier abord, et que de nombreuses attentes sont exprimées. Ces attentes sont fortes, moi je dirais parfois peut-être un peu trop fortes. Et il va falloir, dans un certain nombre de domaines, raison garder et revenir à une vision un peu plus posée et parfois un peu plus réaliste. Ces demandes sont exprimées tant par les établissements de proximité que par l'ensemble des autres partenaires, tutelles comprises.
Ainsi, on peut dire de façon un peu liminaire que la qualité de soins et des parcours de santé, ce qui est l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui, fait naturellement partie intégrante de ces attentes fortes, et je pense que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, pour ne pas partir dans tous les sens sur le sujet, pour amorcer le débat dans ce contexte, j'ai focalisé trois points qui sont, à mon sens, susceptibles d'impacter cette problématique de la qualité des prises en charge, entre autres sujets. Alors tout d'abord, un petit point d'étape, puisqu'on est le 1er juillet, pour tous les protagonistes des GHT que nous sommes à différents niveaux. Les 6 premiers mois de l'année 2016 ont été l'occasion d'un travail très intense, et ce travail intense, il a été fait en 2 phases simultanées. Une phase de concertation autour du projet, en même temps que nous étions en route pour mettre en place, au fil de l'eau, le projet médical partagé et la gouvernance. Ça n'a pas été une mince affaire, mais moi je crois qu'on peut dire, et on peut s'en féliciter, on y est arrivé, et voilà, tout le monde l'a dit, je le redis, je suis assez fier pour la petite part que j'ai pu y prendre dans mon territoire d'avoir réussi ce challenge. Cependant, c'est un temps court. Ce temps court, il a été induit par les contraintes du calendrier d'initialisation du GHT, mais ce n'est qu'une initialisation, soyons bien clairs. Le vrai enjeu, l'enjeu à venir, celui qui apparaît dans toutes les discussions, ça sera celui de réussir l'inscription dans un temps beaucoup plus long. C'est un challenge plus difficile parce qu'il faut durer. Ce temps, ça va être le temps de l'adhésion. Alors, l'ensemble des partenaires pendant ces journées en ont parlé. Je crois que c'est important de le dire, de le redire, peut-être même de le marteler. C'est la logique intrinsèque du GHT. Le GHT, c'est de travailler ensemble. Je crois que ça aussi, on est tous d'accord sur cette donnée-là. Elle n'est pas remise en cause, mais à l'intérieur de nos organisations et à l'extérieur, c'est peut-être encore là que c'est le plus important, il va falloir le marteler. L'hôpital, c'est une machine qui sait promouvoir le travailler ensemble, même si parfois il a pu montrer quelques désordres fonctionnels. Malgré tout, ça reste une grande et noble machine capable de promouvoir cette valeur. Tiens. Donc c'est une clé importante, cette adhésion. C'est peut-être la clé indispensable à la qualité globale des prises en charge territoriales. Et je rappelle, alors je fais un petit peu de promotion pour notre conférence, que notre conférence des présidents de CME DCH a émis des recommandations sur le projet médical partagé. Je l'ai redit. Laisser les acteurs médicaux s'approprier et construire leur projet médical. Thierry Godot l'a dit en introduction de ces journées. Prioriser les actions à forte valeur ajoutée et définir une progressivité. Il faut que les gens voient comment ça marche avec des choses concrètes et qu'ils les voient avancer, sinon ils vont revenir dans leur coquille et ça s'arrêtera. Et enfin, de façon plus pratique, c'est ce qui nous attend dans les 6 mois qui viennent, d'écrire et bien organiser l'ensemble des filières, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a parlé macroscopiquement du GHT, mais aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, un détail plus, peut-être pas microscopique, n'allons pas jusque-là, mais peut-être plus fin. C'est un second challenge. Ensuite, pour l'amélioration de la qualité des parcours, c'est le deuxième point de ma focale, il va nous falloir par moments être volontaires et courageux sur certains points chauds des prises en charge territoriales. Je vais prendre un exemple emblématique, c'est celui des patients qu'on commence tous à appeler couramment des bed blockers. C'est pas très joli comme mot, c'est les gens qui bloquent les lits. Donc, c'est pas terrible, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Tout le monde les connaît et tout le monde en a dans son territoire, dans son établissement, dans sa filière. Alors on les définit de manière plus ou moins consensuelle comme des patients qui occuperaient un lit au mauvais moment et au mauvais endroit. Bon. On prend cette définition comme on veut, elle est un petit peu difficile. Ce sont souvent des personnes âgées polypathologiques, des personnes âgées vulnérables. Ça peut être aussi des patients un petit peu plus jeunes, avec une dépendance physique, cognitive, environnementale ou sociale. Ces gens-là aussi, il y a dans le territoire pas que des personnes âgées polypathologiques, il y a d'autres gens aussi. Le terme donc est descriptif, il décrit un dysfonctionnement dans la filière, dans la gestion des lits. Moi je trouve ça assez froid. Mais je trouve aussi que c'est un terme qui est culpabilisant. Alors il est culpabilisant pour le malade à qui on dit écoutez, pauvre monsieur, ma pauvre dame, vous bloquez un lit et qu'est-ce que vous faites là? Mais il est aussi culpabilisant pour les soignants à qui on peut opposer vous ne savez pas gérer vos filières, vous êtes incapable d'avoir un fonctionnement fluide et moi comment je fais avec tous mes lits bloqués, etc. Bon, tout le monde connaît ça, c'est notre quotidien. Alors il y a des solutions, je ne vais pas les passer en revue, ce serait trop long, mais on n'a pas le temps. Mais elles se nourrissent toujours, ces solutions, du travail collectif, dans une filière ou entre les filières. Et les intervenants doivent être à l'évidence multiprofessionnels. Ce ne sont pas forcément que des soignants, ça peut être aussi des personnels, des fonctions support. C'est quelque chose qui est assez vaste.
Alors il y a une solution qui est souvent adoptée, j'en cite une, et qui à mon avis est à développer encore, c'est la commission des séjours complexes. C'est plus joli de dire complexe que de dire bed blocker, le mot est quand même plus fort et plus porteur. Ce sont des commissions qui doivent être interétablissements, interfilières, elles doivent être fréquentes, quasiment hebdomadaires, de façon à ce qu'il y ait un training régulier, un entraînement régulier des différents acteurs, et pour que se dégage autour de ce problème complexe une intelligence collective. Et je pense que la plupart vous en avez dans vos territoires, et si vous n'en avez pas, dépêchez-vous d'en faire, c'est vraiment très bien et ça marche très très bien. Voilà, enfin puisqu'on parle de qualité, pour la certification commune, alors là malheureusement mon effet va être un petit peu éventé par l'ensemble des intervenants précédents, puisqu'on en a discuté un petit peu avant. Donc cette certification commune des GHT, c'est un objectif important. L'HAS a déjà travaillé et publié sur son site certains principes de cette certification. C'est assez clair, c'est court, je vous conseille de le lire. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Maurice, deux systèmes, un système synchronisé pour faire converger progressivement les comptes qualité, et un deuxième système, c'est une certification commune, soit dans un premier temps, si on est déjà au top niveau et que vraiment on est dans une communauté très très performante, soit dans un deuxième temps. Monsieur Cotterman a parlé tout à l'heure, et dans notre discussion avant la table ronde, on a évoqué cette problématique des patients traceurs. Quand j'ai écrit ce petit document, moi je n'étais pas tout à fait certain que ce soit possible, mais enfin c'était ce qui était dans ma pensée. Ce que je précisais, et ce que je précise encore ici, c'est que beaucoup des professionnels qui ont fait la dernière étape de la certification ont vraiment accroché avec le concept du patient traceur. Ça permet à tout le monde, dans son langage, dans son référentiel, de s'exprimer autour du dossier, et dans un moment unique. Moi je dis que voilà, parfois la certification c'est compliqué. Là, dans ce cas-là, la certification c'est simple, et quand c'est simple, ça marche. Donc voilà, l'idée c'était effectivement d'envisager la possibilité de créer la notion d'un patient traceur à l'intérieur de la GHT, entre les filières. Bon, un certain nombre de problèmes quand même peuvent se soulever, de secret professionnel, de confidentialité, il faut quand même faire attention et ne pas partir trop la baïonnette au fusil. Donc, de la même façon, alors là peut-être de façon un peu plus pratique, et j'en aurai bientôt terminé, c'est l'utilisation d'indicateurs nationaux qui pourraient être, à mon avis, déclinés au niveau d'un territoire pour les rendre un peu plus spécifiques, de manière à ce qu'on puisse peut-être un peu plus facilement se les approprier. Il en est de même pour les indicateurs de performance. Voilà, je vais un peu raccourcir ce que je voulais dire et dire qu'il est peut-être nécessaire de comparer ce qui est comparable, que c'est certainement un des maillons forts de la qualité vécue, la qualité ressentie, et surtout la qualité comprise, parce que ça me paraît le sujet le plus important. Voilà, donc je vais faire un tout petit résumé en disant qu'en conclusion, la qualité de la prise en charge des patients en général, mais aussi dans le territoire, ça se construit avec des choses très simples. Le respect des acteurs, le travail collectif et pluridisciplinaire pour aborder les sujets difficiles. Jusque-là, je ne me suis pas trop mouillé. Et enfin, l'utilisation d'indicateurs et d'outils de performance nationaux déclinés à la mesure réelle des structures parties de ces nouvelles communautés professionnelles qui sont dorénavant pour tous les GHT. Thierry Godot a dit on entre dans une communauté de destin. Eh bien, espérons que dans cette communauté de destin, nous y développerons un haut degré de qualité. Merci pour votre écoute. Merci. Un mot de Thierry Schmitt pour évoquer aussi une autre perspective, une autre approche. Quand on parle de qualité, au regard des notions de territoire et de parcours, on a vraiment raison d'utiliser au pluriel ces deux derniers thèmes. De quel territoire on parle ? On parle des territoires de proximité extrême, par exemple ceux des contrats locaux de santé. On parle des territoires de groupements hospitaliers de territoire, ceux que nous avons contribué à faire émerger jusqu'à hier soir. Mais dans nos discussions, on parle aussi de relations inter-GHT ou supra-GHT. Donc la notion de territoire est complexe. La notion de parcours, elle est aussi extrêmement diverse. Il y a des parcours courts, il y a aussi des parcours beaucoup plus longs autour des maladies chroniques, certaines tout au long de la vie, pensons à la drépanocytose en particulier. Il y a des conditions d'entrée dans le parcours qui sont également très diverses. Parfois c'est organisé, parfois c'est brutal au décours d'une urgence. Il y a des patients qui, au cours de leur vie, connaissent plusieurs parcours de santé qui s'entrechoquent. Tout cela pour dire qu'il faut, sur ces thèmes-là, accepter de penser une assez grande complexité. Après avoir dit que c'était complexe,
Essayons de caricaturer un peu en revenant, à mon sens, autour de 3 enjeux sur 3 segments du parcours de santé du patient. L'amont. Sur l'amont, l'enjeu essentiel, vu des établissements hospitaliers, est pour moi de réussir le lien avec la médecine de ville et notamment avec les médecins traitants pour donner une lisibilité au parcours de santé de l'ensemble des patients. Le deuxième enjeu, au moment de la prise en charge de l'aigu, est un enjeu qui nous concerne tous au sein notamment de nos groupements hospitaliers de territoire pour garantir aux patients, quelle qu'ait été sa porte d'entrée, une qualité de prise en charge en termes de délai, en termes de conformité aux standards de prise en charge. Et cela implique que l'on soit capable ensemble d'organiser ces parcours et notamment de maintenir la proximité chaque fois qu'elle le peut et d'organiser le recours chaque fois qu'on le doit. Le troisième enjeu est après la prise en charge de la phase aiguë pour l'aval de l'hospitalisation et on retrouve là les questions non seulement avec les acteurs de ville mais également avec les acteurs des soins de suite ou du médico-social. Pour essayer de faciliter ces éléments-là, je voudrais, pour terminer cette intervention qu'on m'a demandé de faire courte, évoquer quelques éléments de facilitation pour réussir. La première chose, c'est que je crois qu'il nous appartient, président de CME et directeur, de lancer les éléments en termes d'initiative et en termes d'exigence de résultats. Les acteurs de terrain doivent s'approprier les démarches, les conduire, mais qui d'autre que nous avons la légitimité pour initialiser les choses et faire que la description de ces parcours se protocolise grâce à la mobilisation des acteurs dont nous devons être garants. La deuxième chose, c'est que nous devons, à mon sens, faciliter l'émergence d'un certain nombre de nouveaux métiers pour être ceux qui vont faire vivre les parcours de santé. Je prends juste l'exemple des coordonnateurs de filière AVC. Troisième idée, je pense qu'à l'intérieur des établissements, il faut qu'on continue à faire progresser l'interprofessionnalité, notamment pour la prise en charge de parcours complexes. Prenons l'exemple des UPOG, où médecins orthopédistes et gériatres travaillent ensemble pour prendre en compte une pathologie et une patientèle particulière dans une réflexion de parcours. Quatrième élément, et ça sera un facilitateur ou un frein selon qu'on arrivera à le faire ou pas, c'est naturellement l'évolution de nos systèmes d'information pour qu'ils permettent le partage de l'information, non seulement à l'intérieur de GHT, mais tout en réservant bien entendu des éléments de sécurité à nos partenaires externes pour partager une information autour du parcours. Et dernier élément, qui sera également, je l'espère, un moment facilitateur, c'est la réflexion sur les amodiations autour de la tarification à l'activité qui sont discutées dans le cadre de la mission Véran, pour éviter que le système de financement fasse que les établissements se sentent concurrents là où ils doivent être complémentaires autour de la communauté de destin qui a été évoquée. Voilà les quelques éléments que je voulais vous confier. Merci à tous les intervenants. Je pense que le débat sur les outils, tant du point de vue de l'élu que de la direction générale de l'offre de soins ou que des professionnels, présidents de CME ou directeurs, est posé à travers ces GHT. Nous n'avons cessé durant ces interventions de les évoquer. Je crois qu'il est venu le moment de conclure sur ce débat et peut-être laisser la parole à Thierry qui dira un mot de conclusion. En tant que local, donc il me revient de conclure. Je ne ferai pas de discours comme mis dans le programme parce qu'il est tard. Je suis vraiment très heureux de ces journées, d'abord parce qu'elles se sont bien déroulées et on a eu vraiment des débats d'une très grande qualité avec de très bons intervenants. Vraiment, c'était un plaisir. Et puis on voit que nous sommes en effet sur la même longueur d'onde. C'est pas une surprise. Voilà. On est aujourd'hui 1er juillet. C'est, comme je l'ai dit hier, c'est là que tout commence. On a une grosse responsabilité devant nous. On a demandé de la souplesse. On a demandé de faire confiance aux acteurs. Prouvons qu'on avait raison et que maintenant, nous prenons notre destin en main et que nous organisons réellement l'hôpital public pour qu'il réponde
à la qualité des soins, aux besoins des patients, qu'on organise nos filières et que vraiment ça soit un levier et qu'on rende service avant tout à nos patients. Donc là, nous avons un grand défi devant nous. Maintenant, nous avons l'obligation de le réussir et nous referons le point régulièrement avec les uns et les autres. Et une nouvelle fois, je vous remercie de votre présence. Alors, juste une dernière chose, nous avions envie de prendre une photo sur la scène de tous ceux qui sont là aujourd'hui. C'est une petite photo souvenir. Donc, on vous demande de venir nous rejoindre sur la scène de tous les intervenants et présents. Merci une nouvelle fois. Et si vous voulez rester ce week-end à La Rochelle, profitez-en. Je vous rappelle que c'est une très belle ville.